Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face sur Sud Radio jusqu'à 10h. Les juges et l'assassin, l'enquête secrète au cœur du pouvoir, c'est une enquête, c'est un pavé et ça se lit comme un roman. Ce sont les deux journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme qui ont commis, si je puis dire, évidemment cette enquête. Merci à tous les deux d'être avec nous. Gérard Davet, bonjour. Bonjour. Fabrice Lhomme également. Bonjour. Alors, on va y revenir parce que c'est l'autopsie d'un raté, hein, en quelque sorte. C'est ça, et d'un énorme cafouillage administratif où tout le monde se renvoie la balle. Ce que vous réexpliquez évidemment dans ce livre. Alors tout de suite, en fait, on va dire, c'est qui l'assassin? C'est la première question. On y reviendra tout à l'heure, mais l'assassin, c'est le Covid, hein, évidemment, bien sûr. Mais il y a mêlé en fait à tout cela énormément de responsabilités. Alors vous commencez par deux chiffres, hein, je vais les donner. 170 000 morts en 5 ans liés au Covid. Alors bon, il y a une question, est-ce qu'il y aurait eu autant de morts si on avait par exemple donné les masques plus tôt? C'est ce que vous posez comme question. Alors certains vont dire oui, mais bon, il y aurait eu en fait des personnes qui étaient fragiles, quoi qu'il en soit, qui seraient probablement décédées, mais incontestablement il y a du retard à l'allumage. Et puis le second chiffre, c'est 51, c'est le nombre de rapports, de circulaires, de plans pendant une quinzaine d'années, entre 2001 et 2019, pour anticiper et faire face à une pandémie. Et quand elle arrive, cette pandémie, patatras, on s'aperçoit qu'on n'est pas prêt. On va remonter un tout petit peu le temps, tiens, si vous le voulez, tous les deux, en écoutant aussi Agnès Buzyn, qui était la ministre de la Santé en janvier 2020. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Voilà, les risques de propagation. Alors, vous expliquez dans ce livre qui veut commencer que Agnès Buzyn, elle dit qu'elle avait été alertée par un truc d'ailleurs qui est un blog fantôme, hein, mais en tout cas qu'elle avait pris conscience en fait de ça, mais elle ne pouvait pas le dire grosso modo en fait en public. Hein. Clairement, oui, elle est en vacances dans sa résidence en Corse et elle apprend, dit-elle, sur un blog dont personne n'a jamais retrouvé l'existence, que une épidémie se déclenche en Chine à l'hiver 2019-2020 et que cette épidémie a toutes les allures de quelque chose d'assez dangereux. Et elle revient à Paris, elle en parle à son directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Elle en parle aussi également par SMS à Emmanuel Macron et Édouard Philippe qui était Premier ministre. Et ces deux têtes pensantes de l'exécutif sont vraiment à des années-lumière de se préoccuper de ce qui peut se passer en Chine, parce que leur seul intérêt pour eux, c'est de juguler la crise des Gilets jaunes et d'envisager une réforme des retraites. Mais le reste, ils s'en fichent éperdument. Ouais. Et elle, en revanche, elle sent le truc et elle lance l'alerte. Et cette alerte, elle ne sera suivie d'aucun effet. Oui, c'est ça. Aucun effet, en tout cas dans les premières semaines, quoi. Et là, on s'aperçoit aussi en lisant votre livre. Alors, je le rappelle, hein, vous avez épluché, comme les juges de la Cour de justice de la République, énormément de dossiers, de SMS, hein, Fabrice. Oui, au total, on a évalué à près d'1 million de documents, ce qu'ont pu réunir les juges de la CJR, dont l'enquête, il faut le préciser, c'est très important, est totalement secrète. Et la vertu, je pense, de ce livre, c'est de la rendre publique, parce que les faits qui sont révélés sont d'intérêt public. Et c'est vrai que parmi tous ces documents, ce qui nous a le plus frappé, c'est, vous en parliez au tout début, ces dizaines et dizaines de rapports successifs qui vont alerter les autorités administratives, mais surtout politiques en place, jusqu'en 2019, jusqu'à fin 2019, qui vont alerter sur le fait qu'attention, il y a un risque de pandémie. Deuxièmement, il faut se prémunir, il faut se préparer, il faut se protéger et avoir de multiples équipements de protection, dont les fameux masques qui symbolisent un peu la faillite de la gestion de la crise par l'État, puisqu'on aurait dû en avoir plus que des centaines de millions, on aurait dû en avoir au bas mot 1 milliard en réserve, et quand la crise survient, il en reste quelques dizaines de millions, dont un certain nombre d'exemplaires complètement périmés. Et là, ce qui est assez incroyable, ce qu'on découvre en fait, c'est le dédale administratif. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a Santé publique France, il y a la Direction générale de la santé, il y a d'autres organismes, etc. Enfin, c'est kafkaïen en fait. Hein. C'est le débat qui agite aujourd'hui la classe politique sur les opérateurs de l'État en trop grand nombre.
là, on le démontre par A plus B. C'est édifiant. Il y a un nombre de structures qui s'empilent. D'ailleurs, on révèle un schéma qui est édité, qui est écrit par un conseiller de Matignon, et on le sort en facsimilé parce qu'il est fascinant. On voit toutes ces structures qui s'empilent. Et comment voulez-vous qu'en fait, il y ait une gestion claire et précise de la crise quand vous avez toutes ces structures qui se phagocytent mutuellement? Il y a la Haute Autorité de la Santé, il va y avoir le Conseil scientifique, il y a Santé publique France. Enfin, ça va dans tous les sens. Il y a 3 cellules de crise qui coexistent en même temps pendant la crise. Donc, si vous voulez, à un moment donné, forcément, il y a une embolie, quoi. Oui, c'est ça. Et on est incapable de dire, d'ailleurs, en fait, à l'époque, si on a vraiment des stocks, quoi. Mais on est dans ce secteur de la santé, précisément, quoi. À la tête de l'État, on est incapable de savoir ce qui se passe dans sa propre administration. Et on multiplie les exemples qui sont à chaque fois assez spectaculaires, mais aussi assez choquants. Par exemple, le fait de savoir si on doit conserver ou pas un stock de masques, c'est une doctrine qui a été initiée en 2011 et confirmée de manière officielle dans des documents officiels en 2013. Eh bien, il s'avère que quand la crise commence, les plus hauts responsables de l'exécutif disent « mais on ne connaissait pas l'existence de cette doctrine et on ne sait pas qui a mis en place cette doctrine ». Parmi les nombreux documents qu'on révèle, au mois de mars, lorsque le Covid a déjà fait beaucoup de ravages, on a des comptes rendus de Benoît Ribadeau-Dumas, qui était le DIRCAB, directeur de cabinet d'Édouard Philippe à Matignon, et qui dit dans un conseil de défense, parce qu'on s'est procuré les notes de ces conseils très confidentiels, il dit on ne sait pas ce qui s'est passé sur les masques. On ne sait pas ce qui s'est passé sur les masques, c'est-à-dire on n'a plus de masques, on ne sait pas pourquoi. Et autre exemple, il demande, Ribadeau-Dumas, à l'un des responsables de la Direction Générale de la Santé, le numéro 2 de la DGS, de faire un peu une enquête pour savoir justement ce qui s'est passé. Cet homme découvre lui-même, et on a les comptes rendus où il dit lui-même, apparemment, il y a des dates de péremption qui ont été mises sur les masques dans les années 2000, et je n'ai pas réussi à savoir qui a décidé ça. C'est plus que kafkaïen, c'est surréaliste, et c'est le fonctionnement apparemment au quotidien de l'État en période de crise. C'est très préoccupant. Et à la fin d'ailleurs, pour compléter ce que dit Fabrice, ils sont tellement à la ramasse qu'en fait, ils vont demander à une stagiaire de l'ENA, qui est une espèce d'héroïne anonyme, Déborah Asseraf, qui va passer son stage de l'ENA pendant 3 mois à compiler, à vider tous les placards du ministère de la Santé pour savoir ce qui s'est passé sur les masques. Donc on en est là, quoi. C'est vraiment, à un moment donné, quand on a fait ce livre avec Fabrice, on s'est dit, mais où est-ce qu'on est, quoi? Est-ce qu'on est vraiment... Alors, vous ne partez pas de loin, parce que, évidemment, pendant cette crise du Covid, vous-même, vous aviez sorti pour le journal Le Monde un certain nombre de choses. Vous aviez travaillé sur cette enquête, bien sûr. Tout à fait, mais c'est ce qui nous a fascinés dans cette investigation, c'est qu'il y avait tout ce que tout le monde connaissait sur cette crise. On savait déjà pas mal de choses. Et nous, ce qu'on avait pu écrire dans Le Monde, et évidemment, notamment au mois de mai 2020, on a fait une longue série qui parlait notamment des destructions de masques qui étaient officiellement périmés, qui n'auraient pas dû être détruits. Et là, ce qui est intéressant, c'est grâce à tous les éléments et aux documents exclusifs qu'on a pu récupérer, c'est qu'on voit, on est de l'autre côté du miroir et on voit ce qui se passait en réalité. Et par exemple, sur cette histoire de destruction de masques, à l'époque, l'exécutif avait contesté nos révélations. On s'aperçoit qu'en fait, lorsqu'on révèle ceci, eh bien, le pouvoir s'inquiète et plusieurs ministres se disent mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai ou pas? Et il y a des échanges de mails qui prouvent que malheureusement, j'allais dire, on ne s'était pas trompé. On détruisait des masques qui étaient la patronne de Santé publique France, vous l'expliquez bien en fait, dans une note qui remonte à début 2020, eh bien elle, finalement, son travail consiste à détruire des masques plutôt qu'à constituer en fait des stocks. Ça, vous l'avez retrouvé à tel point que c'est ce que vous venez d'évoquer. À la suite vous le révélez ça dans le journal en fait Le Monde, et Olivier Véran est surpris lui-même. Il est obligé de lancer en fait une enquête. Il conteste dans un premier temps et ensuite il lance une enquête. C'est exactement ça. Et donc nous on s'est procuré évidemment les mails échangés à ce moment-là. Et Geneviève Chesne, qui est la patronne de Santé publique France, qui n'y est pas restée très longtemps parce qu'elle a vraiment servi de bouc émissaire, elle dit concrètement et clairement à son ministre, oui, monsieur le ministre, désolé, mais effectivement, sur vos ordres, nous avons détruit, y compris pendant la pénurie, des masques qui étaient encore utilisables. Plusieurs millions. Donc ça confirme plus que clairement ce qu'on a raconté. Et par ailleurs, cette dame, Geneviève Chesne, et là c'est une autre caractéristique de cette enquête, c'est qu'il y a beaucoup de graphomanes dans la haute administration française qui notent tout ce qu'ils vivent. Et elle, Geneviève Chesne, elle a noté au quotidien pour elle-même ce qui se passait. Et elle raconte vraiment dans son journal quasi intime à la façon dont ça s'est passé. Et c'est effrayant parce que elle le dit, comme vous le disiez à l'instant, l'essentiel de notre activité sur les masques, ça a été de les détruire à un moment donné, alors qu'elle sait pertinemment, et elle le dit aussi,
ça renvoie à ce que vous disiez au début, elle le dit clairement, c'est une scientifique, elle dit les masques, c'était essentiel, et ça a vraiment coûté des vies. Il ne faut jamais oublier d'où on parle. On parle de 170 000 personnes qui sont décédées, de gens qui ont le Covid long, de gens qui ont souffert, de gens dans l'entourage. Alors, est-ce que s'il y avait eu les masques dès le début, ça aurait sauvé des vies. Oui, ça aurait sauvé des vies. Comme les municipales. Oui, c'est pour ça que vous racontez de l'histoire d'une jeune femme. C'est pas quantifiable. Par rapport à son père. C'est pas quantifiable. On ne peut pas dire il y aura eu tant de vies sauvées, mais il y en aurait eu. Et une seule vie sauvée, c'est déjà beaucoup. Et ce qui est assez terrible, Gérard Davet et Fabrice Homme, c'est le déni et le mensonge en fait d'État pour dire d'une part le Covid n'a pas de passeport, donc on ferme pas, il n'y a pas de contrôle aussi, c'est ce que vous révélez, vous dites est-ce qu'il le directeur général de la santé il demande aux aéroports, mais au fait est-ce qu'on a des objets en fait pour prendre la température à l'entrée par exemple en fait et à l'arrivée des passagers en fait de Wuhan, puisqu'on a une liaison directe, on n'a rien en fait bien sûr, et puis surtout évidemment sur les masques. Et là, Sibeth Ndiaye, la porte-parole à l'époque, qui lors d'une conférence de presse dit de toute manière, ça ne sert à rien. En plus, vous ne savez pas vous en servir. Au grand public, à nous, quoi. Ça a été, on peut dire en quelque sorte, un mensonge d'État, parce qu'il fallait tout simplement dissimuler la pénurie et donc la vérité aux Français. Il faut rappeler qu'en 2006, l'Organisation mondiale de la santé avait rendu hommage à la France en disant que c'était dans le monde l'un des pays les mieux préparés à une éventuelle pandémie. Et c'était vrai. C'était vrai. Quand la crise survient, en début 2020, il se trouve que vous en parliez tout à l'heure, on n'a pas de détecteur de température, on n'a pas de respirateur, on n'a pas de test, plus tard on n'aura pas de vaccin, on n'a pas de surblouse, on n'a pas de gel hydroalcoolique, et évidemment on n'a pas de masque. On n'a pas de masque. Or on va comprendre très vite que les masques c'est le nerf de la guerre. Sans masque on ne peut pas y arriver. Et l'exécutif dira, et dit encore aujourd'hui d'ailleurs lorsqu'on l'interroge, enfin l'ancien exécutif, oui mais nous tout le monde n'était pas d'accord sur l'utilité des masques. Mais c'est inexact. Ils avaient justement entre les mains tous ces rapports de leur propre administration qui disaient il faut des masques, il en faut au moins 1 milliard. Et ils le savaient pertinemment. Sauf qu'il n'y en avait plus. Et au lieu de dire aux Français il y a eu des faillances, on va essayer de corriger le tir, on a dit non, en fait ça ne sert à rien. Et vous avez même le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner, qui va prendre des circulaires pour demander aux policiers de ne surtout pas porter de masque. Ce qui est quand même fou. On en est jusque-là, évidemment, parce que ça contestait beaucoup dans les services publics, que ce soit dans les hôpitaux, et vous l'avez dit, les policiers qui étaient aussi au premier chef. Les pompiers, les policiers et bien sûr les soignants étaient aux premières loges, et c'est eux qui ont souffert le plus de cette crise. Les premiers, ils se sont entre guillemets sacrifiés, mais c'est vrai que c'est assez dramatique de penser qu'on les a envoyés au combat sans protection, alors qu'on les avait ces protections, et que non seulement on les a pas renouvelées, mais même parfois on les a détruites alors qu'elles étaient opérationnelles. Oui. Allez, la vérité en face jusqu'à 10h avec vous, Gérard Davet, Fabrice Homme, pour votre livre Les juges et l'assassin. On va y revenir en fait dans un instant, parce qu'il y a beaucoup de choses évidemment à dire. Si vous voulez poser des questions, vous n'hésitez pas à 0826 300 300 jusqu'à 10h. La vérité en face sur Sud Radio. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La chloroquine, c'est un produit vraiment qui est très bon marché, très bien toléré, qui a probablement été un des produits les plus prescrits au monde, serait efficace dans la prévention et dans le traitement, puisque au moins dans les cultures cellulaires, ça évite l'entrée du virus dans les cellules. Si la chloroquine prévient et ou traite une infection à coronavirus, tout va changer très très rapidement. Bon, voilà, c'était le professeur Raoult en février 2020. Il faut dire à l'époque, nous parlons évidemment de cette enquête Les juges et l'assassin, l'enquête secrète au cœur du pouvoir, 5 ans d'enquête avec Gérard Davet et Fabrice Homme sur les ratés de la France face au Covid. Il n'y a pas que la France, d'ailleurs, il y en a d'autres, mais nous, on était plutôt fiers d'avoir une organisation assez exceptionnelle, les meilleurs systèmes de santé au monde, d'éducation, etc. On se disait, on est infaillible. Eh bien non. Et résultat, on était en plein brouillard, d'où le professeur Raoult qui sort l'hydrochloroquine. Il partait en fait dans un premier temps d'une idée, parce que c'était quelque chose en fait de nouveau qui était peut-être efficace, à tel point qu'Emmanuel Macron est allé, lui-même étant perdu aussi dans le brouillard, est allé le voir à Marseille. Il s'est enfermé, ce que vous racontez, Gérard Davet, Fabrice Homme, il est allé s'enfermer pendant 2-3 heures avec professeur Raoult là-bas, évidemment aux grandes dames d'autres spécialistes, sauf que les spécialistes eux-mêmes se faisaient taper dessus, on l'a appris par la suite. Professeur Delfrécy par exemple, c'est de la daube.
l'aube, dit par exemple Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Enfin, vous voyez, donc où nous étions effectivement à l'époque. Et résultat, après, Emmanuel Macron, quand même, il se décide. Un peu tard, mais après, il se décide. Nous sommes en guerre. Voilà, nous sommes en guerre. Et ça, c'est au mois de mars. Gérard Davet et Fabrice Aume. Donc, il y a eu un changement. Il faut repréciser les choses au ministère de la Santé parce que Buzyn est parti pour les municipales. C'est Olivier Véran qui est arrivé. Il connaissait pas trop le dossier. Il est allé avec Salomon. Et là, on se dit quand même, il y a quelque chose dans cette inorganisation. On se dit pourquoi on n'a pas mis des gens qui savent organiser les choses, comme par exemple des militaires sur la logistique. Et il y a un général qui a été mis en place. Hein. C'est la bonne question, Patrick. Quand on part en guerre, il faut être équipé, quoi. Et en général, les militaires, ils savent faire. Là, on n'a pas fait appel aux militaires. On a voulu conserver la gestion de la crise au niveau du ministère de la Santé, où il y avait donc plusieurs cellules de crise qui coexistaient, et les militaires, on les a mis de côté, quoi. Donc c'est quand même un souci. Et le seul militaire auquel on va faire appel, c'est un général qui s'appelle le général Lizuret, qui était le patron de la gendarmerie nationale, et il va être missionné pendant la crise pour essayer de booster un peu la gestion de crise pour trouver des solutions d'efficacité et de simplicité. Et il va donner son diagnostic très rapidement, mais ce rapport qu'il va faire, eh bien ce rapport, personne ne va le lire. Et on va même ensuite, les juges vont interroger Édouard Philippe pendant l'enquête en disant mais ce rapport vous l'avez lu ? Et il va dire non, j'ai à peine eu le temps de jeter un œil dessus. Personne ne va jeter un œil. Olivier Véran non plus, bien sûr, quoi. Mais ce qui est révélateur à travers l'histoire du général Lizuret, ce rapport qui a été enterré, un de plus, c'est à quel point la France reste un grand pays avec une administration puissante, avec un budget malgré les déficits qui reste impressionnant. Donc ça veut dire que quand on veut, on peut regarder dans l'actualité relativement récente. Quand il a fallu déployer tous les moyens pour organiser les Jeux Olympiques. La France a répondu présent, avec des chefs de file identifiables. Quand il a fallu reconstruire Notre-Dame en quelques années, ce que beaucoup pensaient impossible, il y a eu chef de file, engagement, mobilisation de l'État. Dans le Covid, en réalité, c'est ce qui a manqué, notamment. C'est-à-dire qu'on voit bien à travers Lizuret, il n'y avait personne aux commandes. Il y a eu quelqu'un aux commandes à un moment qui était la ministre de la Santé, c'est logique, elle s'en va au milieu de la bataille. Et le président de la République, Emmanuel Macron, fait des grandes envolées lyriques. Nous sommes en guerre, etc. Mais concrètement, mais ça, il le dit en mars, bien sûr. Nous sommes en guerre. Mais le problème, c'est qu'il va miser dans un premier temps sur un scientifique complètement discrédité, et surtout, au lieu de se contenter de déclarations, même s'il faut des déclarations symboliques, il faut surtout mettre les moyens. Or, les moyens ont été mis beaucoup trop tard. C'est pour ça que les juges, et j'allais dire dans leur foulée nous-mêmes, on a concentré nos investigations sur les 6 premiers mois. Parce que c'est là que ça va pas du tout. Ensuite, on s'est rattrapé. Mais le problème, c'est que tout se joue au début d'une crise, et elle a fait beaucoup de dégâts qui n'auraient pas dû avoir lieu. Par exemple, il faut attendre mars 2020 pour qu'il y ait la cellule interministérielle de crise, quoi. C'est assez édifiant. Alors que dès mi-janvier, fin janvier, on avait des alertes plus sérieuses. C'est ce qui nous a fasciné avec Fabrice, c'est qu'on a fait une immersion en eau profonde dans l'administration française. C'est vraiment un voyage dont on est sorti estomaqué avec Fabrice. Cette cellule de crise, il faut savoir que c'est Édouard Philippe, Premier ministre, qui prend un premier arrêté quand il arrive à Matignon en disant si jamais il se passe quelque chose d'important, une crise, quoi que ce soit, il faut tout de suite mettre en place une cellule interministérielle de crise pour qu'on puisse gérer et mettre le paquet tout de suite sur la crise. Ça part d'un bon sentiment. Bien sûr. Mais il ne va pas l'appliquer. C'est-à-dire qu'il va attendre le 17 mars pour mettre en place cette cellule de crise, alors que le Covid est dans la place depuis 2 mois et demi. Pourquoi ? Et ça, c'est les juges, ils ont interrogé 25 fois tout le monde là-dessus, et personne est fichu de dire pourquoi on a attendu aussi longtemps. Les juges, c'est intéressant en fait d'en parler, parce que vous parlez des juges de la Cour de justice de la République dans votre livre. Donc les juges, c'est eux. Ils sont 3 juges. Ils sont 3, bien sûr. Non mais c'est eux, ils sont 3, bien sûr, assez expérimentés. On verra aussi qui est l'assassin. Où en est en fait aujourd'hui cette enquête ? C'est important parce que votre livre sort alors que tout n'est pas bouclé en fait dans cette histoire, même s'il y a eu des auditions déjà. Il y a eu de nombreuses auditions, de multiples documents saisis, des perquisitions, etc. Et tout le contenu de cette enquête, encore une fois, qui avait vocation à rester secrète, eh bien, nous la dévoilons, parce que s'il y a un sujet d'intérêt public, c'est bien celui-là. Les investigations en tant que telles, ce que je viens d'expliquer, les auditions, les perquisitions, etc., sont terminées depuis quelques semaines. J'allais dire, la balle est maintenant dans le camp du ministère public, c'est-à-dire du parquet général, qui doit donner, entre guillemets, son avis, à savoir, est-ce que
il y aura un procès ou pas. A priori non, puisque plus personne n'est mis en examen. Agnès Buzyn l'avait été, la Cour de cassation l'a blanchi. Donc ensuite, la balle va revenir, une fois que le parquet aura donné son avis, aux juges d'instruction, les 3 juges de la CJR, qui vont décider ce qu'ils font. A priori, on ne voit pas comment ils pourraient faire autrement que rendre une ordonnance de non-lieu. D'où l'intérêt, encore une fois... Une ordonnance de non-lieu, alors qu'on le voit en lisant quand même votre livre et tous les documents que vous publiez, il y a quand même des responsabilités. Parce que en fait, c'est ça, responsable mais pas coupable, quoi. En fait. Alors, en tous les cas, nous, on titre un chapitre irresponsable mais pas coupable, parce qu'on voit bien justement que ceux qui étaient en poste au sein de l'exécutif n'assument pas vraiment leurs responsabilités, puisque la ligne de défense commune de Olivier Véran, Agnès Buzyn, Édouard Philippe, c'est on a tout bien fait, alors que à l'évidence, c'est pas ça du tout. Et une fois qu'on a dit ça, c'est pas pour autant qu'on va condamner des gens pénalement. Il y a une différence entre responsabilité, j'allais dire politique, et pour nous, ils ont une responsabilité dans la mauvaise gestion de cette crise. Est-ce que c'est pénal? Alors c'est aux juges de le dire, évidemment, pas à nous, mais manifestement, les juges considèrent que pénalement, c'est difficile d'accrocher, entre guillemets, ces anciens ministres pour cela. Gérard Davet, est-ce que vous pouvez dire un mot de ces juges? Qui sont ces magistrats que vous avez rencontrés, en fait? On a rencontré ces juges pour une bonne raison, c'est qu'à la suite de notre enquête dans Le Monde en mai 2020, ils nous ont convoqués à la Cour de justice de la République pour nous entendre. Ils voulaient d'ailleurs qu'on leur remette des documents. On leur a pas remis ces documents parce qu'on n'est pas auxiliaire de justice. Mais en vrai, ils n'avaient pas besoin de nous parce qu'après, ils sont allés saisir des milliers de documents. Et ces 3 juges sont 3 juges de plus de 60 ans qui sont en fin de carrière, parfaitement indépendants, totalement désintéressés en termes de carrière, puisque de toute façon, ils sont au fait de leur carrière. Et ils ont enquêté pendant 5 ans dans l'opacité et dans la discrétion la plus totale. Ils ont énervé beaucoup de monde, notamment Éric Dupond-Moretti, qui était leur ministre de tutelle, et qu'ils ont été jusqu'à perquisitionner à la chancellerie. Il menait en parallèle d'autres enquêtes, d'autres instructions. Sur Éric Dupond-Moretti, qui était poursuivi pour prise illégale d'intérêt, et donc c'est eux aussi qui menaient l'enquête. Ce sont des juges, en fait, qui n'ont peur de rien, mais qui sont des parfaits exemplaires de juges, dans le sens où ils sont très discrets, ils travaillent comme des petites souris, ils vont chercher ce qu'il y a à apprendre, ils le retranscrivent, et si jamais il n'y a pas matière à poursuivre pénalement, eh bien ils ne poursuivent pas pénalement. Donc la démocratie est parfaitement respectée en l'occurrence. Ouais. Est-ce que ce que vous publiez peut changer un petit peu la donne ou pas? C'était pas l'objectif de votre livre, si? Nous, l'objectif, c'est que on apprenne de nos erreurs, parce que l'on se rend compte que ça nourrisse un peu le débat public quand même, de voir qu'il y a eu un grave dysfonctionnement dans le cas d'une crise absolument inédite et qui a coûté la vie à des gens. On ne parle pas de choses symboliques ou abstraites. Des gens sont morts. Parmi ceux qui sont morts, certains n'auraient sans doute pas dû mourir si on avait été mieux préparé, et on aurait dû être mieux préparé. Donc pour nous, c'est vraiment salutaire qu'un débat s'engage sur le contenu de ces révélations pour pouvoir se dire peut-être qu'à la prochaine crise, et il y en aura une, c'est certain, on soit mieux préparé. Allez, on va continuer justement la vérité en face avec vous, Gérard Davet, Fabrice Homme, les juges et l'assassin. Quelles leçons retenir, évidemment, c'est ce que vous avez commencé à évoquer. La vérité en face, c'est jusqu'à 10h sur Sud Radio. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, les juges et l'assassin. Les juges, on vient d'en parler avec Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Ce sont les juges, les magistrats de la Cour de justice de la République qui ont enquêté sur les ratés de l'organisation face au Covid dans les premiers mois. Ça se joue dans les 4-6 premiers mois, évidemment. L'assassin, c'est le Covid. Quelles leçons vous pouvez retenir de ça? Votre livre, c'est évidemment dans les entrailles de l'administration, et on voit en fait toutes les failles. Gérard Davet ou Fabrice Homme? Les leçons qu'il faut retenir ce que nous avons retenu en tout cas, c'est que on aurait dû être prêt, on ne l'a pas été. Oui. Il y a eu 170 000 morts et c'était évidemment évitable. Et donc du coup, mais comment est-ce possible dans une puissance comme la France que l'on puisse se retrouver à pleurer des morts alors qu'on était suréquipé 10 ans plus tôt? Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à l'irresponsabilité des responsables politiques qui pensent à autre chose. Voilà. Un double discours, moi, c'est ce qui m'a frappé vraiment. C'est le double discours. Oui, demi-discours, c'est-à-dire? Double discours, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez les responsables politiques qui disent masque, ça sert à rien, on s'en sort, il n'y aura pas de problème. On a entendu Agnès Buzyn juste avant. Et en fait, quand on fait ce qu'on fait, c'est-à-dire saisir les échanges de SMS et de mails entre eux, etc., ou de coups de téléphone, on voit qu'en fait, ils sont paniqués, qu'ils se disent qu'on ne va pas y arriver, etc. Et on se dit, mais enfin, à quel moment on va pouvoir tenir un discours en France qui soit un discours de clarté, de transparence vis-à-vis du public? Oui. Fabrice Homme?
Là, ce qui m'a frappé, on parlait de leçons, c'est quand on regarde les auditions très longues, parce qu'il y en a eu plusieurs pour chacun, des anciens ministres. Prenons l'exemple d'Agnès Buzyn. Elle a été interrogée 21 fois. C'est énorme. C'est presque un record, je pense, pour l'histoire de la CJR. D'ailleurs, à la fin, elle a refusé de se rendre aux convocations, tellement elle en avait ras-le-bol. Et j'allais dire, humainement, je pense qu'on peut la comprendre. On peut la comprendre, même si on est censé quand même répondre à la justice. Mais enfin... Ok, des centaines d'heures d'interrogatoire. Bien, figurez-vous, nous on les a tous épluchés ces interrogatoires. Et c'est vrai, ce que je dis pour Philippe ou pour Véran. Il n'y a pas une seule phrase où on concéderait juste, peut-être qu'on aurait pu faire mieux, peut-être qu'on peut avoir une pensée pour les victimes, peut-être que la prochaine... Zéro, jamais. On a tout bien fait. Les critiques qu'on nous adresse sont insupportables. Et ça, je pense que non seulement c'est un manque de psychologie et d'humanité vis-à-vis ne serait-ce que des victimes, parce que s'ils répondent aux juges, les anciens ministres, il y a eu des plaintes. Il y a eu beaucoup de plaintes. Donc il y a des gens qui se disent, mais moi, peut-être que mon père, il n'aurait pas dû mourir dans ces conditions, etc. Et vous avez été les voir, ces gens-là. Oui, nous avons rencontré, c'est très touchant. Bien sûr, il y a des témoignages, bien sûr. Bien entendu. Mais donc, non seulement il y a ce manque d'humanité ou d'empathie, mais par ailleurs, on se dit, si on considère qu'on a tout bien fait dans cette crise, dont on prouve qu'elle a été gérée au début en dépit du bon sens, mais ça veut dire que ça se passera de la même façon la prochaine fois, si on ne tire pas les leçons. Oui, c'est ça. Ce qui est assez terrible, et là, probablement, ça a aggravé la défiance entre guillemets, des élites et des responsables politiques et le grand public, c'est qu'on leur a menti. On réclamait un peu comme à une certaine époque, on réclamait du pain, là on réclamait des masques, et il n'y en avait pas, et on nous mentait, quoi. Et ça, alors on peut critiquer les réseaux sociaux, mais en même temps ça a explosé sur les réseaux sociaux, quoi. Vous avez raison. Ici on parle vrai, et la vérité c'est qu'on n'a pas parlé vrai pendant la crise. Et je pense qu'à un moment donné, il y a des comptes à rendre par rapport à ça. Nous, on a été voir ces victimes, on a parlé avec eux, on a été émus par leur récit. Et il y en a eu 170 000, je le rappelle, donc bien plus qui ont été touchés indirectement par le Covid. Et moi, je me souviens, par exemple, tu parlais des soignants, Fabrice, tout à l'heure. Moi, j'ai logé pendant la crise un soignant qui travaillait, un aide-soignant qui travaillait à l'hôpital Saint-Antoine, à Paris. Et il a eu le Covid 2 fois, il a failli crever. Et vraiment, et ce type, il avait ni masque, ni blouse, ni quoi que ce soit. Et après, il y a des hommes politiques ou des femmes politiques qui viennent nous dire on a tout bien géré, pas de souci, circulaire, il n'y a rien à voir. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut rendre des comptes. Alors, on parlait de la fin de cette enquête. Oui, il y aura probablement un non-lieu général sur les responsables politiques. Mais est-ce que là, justement, ça ne va pas choquer, en fait, l'opinion, s'il y a un non-lieu ? Alors c'est difficile de préjuger. C'est possible que ça choque l'opinion. Après, il faut aussi expliquer aux gens comment est rendue la justice. Il ne faut pas être, j'allais dire, dans le populisme. Si les juges ne renvoient pas les responsables politiques devant une instance de jugement, c'est que juridiquement, ils n'ont pas forcément les moyens de le faire. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en lumière les responsabilités des uns et des autres, sans les qualifier pénalement. C'est pas notre rôle. Bien sûr. Et par ailleurs, autre point que mentionnait Gérard, c'est que ça, c'est pour les ministres ou les anciens ministres. Mais il y a des procédures judiciaires qui sont en cours, qui pour l'instant, je pense, étaient pas bloquées, mais les juges saisis attendaient que la CJR ait fini ses investigations, qui sont des juridictions de droit commun, qui sont saisies de milliers de plaintes pour éventuellement mettre en cause et plus tard juger les responsables non ministériels de cette crise, les responsables de la Direction générale de la santé, des hauts fonctionnaires, etc. Je ne dis pas qu'ils vont être mis en cause, je ne dis pas qu'il faut qu'ils soient mis en cause, mais en tous les cas, il y aura des questions qui seront posées et il pourrait y avoir d'autres suites judiciaires. Alors je précise aussi que votre livre donc porte notamment sur ces ratés de l'administration et puis de politique et du système en fait en général dans les premiers mois. L'enquête ne porte pas sur ensuite tout ce qui s'est passé autour de la vaccination. Parce que je sais qu'il y a des enquêtes qui sont en cours actuellement. Est-ce que c'était les bons vaccins, etc. Enfin bon, elle ne porte pas là-dessus. Non, parce vous avez raison. Elle porte principalement sur les 6 premiers mois. 32 000 morts en l'espace de 6 mois, 280 par jour. Ça porte vraiment là-dessus sur les ratés. Les municipales, on n'a pas parlé, mais les municipales. Alors, non, mais les municipales, bien sûr. Le maintien du premier tour des municipales, en dépit du bon sens, sans masque, sans rien. Tout ça parce que le fait du prince, il fallait absolument qu'il y ait les élections municipales pour se refaire la cerise politiquement. C'était une erreur. Et la preuve, c'est que le confinement a été décrété 2 jours après le premier tour. Donc c'est Emmanuel Macron, en fait, qui directement, qui pousse. C'est vrai que c'est un peu le personnage
j'allais dire central, mais celui aussi qui manque dans l'enquête de la CJR. Et pour cause, vous savez qu'en France, le président jouit d'une immunité sur le plan pénal, et donc les juges n'ont pas pu l'interroger. On raconte quand même que les juges ont essayé, et ils ont réussi d'entendre ses conseillers, ses proches conseillers, et on révèle les obstacles qui ont été mis sur la route des juges pour empêcher les conseillers de tenir un langage de vérité, tout simplement. Et d'ailleurs, au passage, vous le révélez, ou c'était peut-être connu, mais on apprend qu'il n'y avait pas de conseiller santé au moment de la crise en fait du Covid, au ce début de crise du Covid à l'Élysée. Ça fait partie des multiples aberrations de cette affaire. Parce que c'était pas connu. On identifie qu'il y a pas de conseiller santé à l'époque à l'Élysée. Oui, parce qu'elle est partie. C'est pas urgent de recruter quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Et comme il n'y a pas eu de patron de Santé publique France pendant un moment, juste avant la crise, etc. En fait, nous étions totalement désorganisés. Et le rôle primordial joué par Emmanuel Macron, qui reste finalement à éclaircir. Donc les juges n'ont pas pu le faire, mais rien n'interdit les journalistes d'essayer de le faire, parce que tout indique que dans cette affaire, il a voulu tout décider, alors pas seulement dans celle-là, mais notamment dans celle-là. C'est pour ça qu'il s'est permis de mettre en avant Raoult en pensant que plus que qu'il savoir mieux que les... On peut se dire à l'époque il cherchait une solution comme tout le monde. Mais c'est un peu du Macron, et comme d'habitude, il a pris son risque, on va dire. Mais là, c'était comme un gros risque, crédibiliser un personnage au moins controversé, mais surtout beaucoup de témoins. Et on cite le livre de Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation, qui considère parmi d'autres que c'est au moment de la crise du Covid que cette dérive, on va dire personnelle, cette conduite monarchique du pays, s'agissant d'Emmanuel Macron, c'est noué. Parce que c'est vrai que là, il présidait les conseils de défense, c'est lui qui prenait les décisions. Il fallait sans doute que quelqu'un commande pour le coup, mais il aurait sans doute mieux valu pour le coup s'appuyer sur les avis des experts qui, eux, savaient ce qu'il fallait faire. Oui, enfin, il y avait certains experts qui ne savaient pas non plus, quoi, en fait. Mais ce qui est intéressant, justement, j'allais lire les vrais experts, ceux qui rendaient des rapports au gouvernement et au président de la République, accessoirement, eux savaient ce qu'il fallait faire. On le prouve dans le livre. Voilà, les juges et l'assassin, Gérard Davet, Fabrice Lhomme, enquête secrète au cœur du pouvoir. C'est particulièrement intéressant, avec beaucoup de révélations à l'intérieur. Lisez-le, ça se lit comme un roman. Dans un instant, c'est Valérie Expert et Gilles Gansman. Sud Radio.